Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique, plus précisément dans le cadre de la mini-série Les voies du passage authentique. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Vanessa Maillé que je vous présente à l'instant. Vanessa, elle est doula de fin de vie certifiée et elle œuvre en Suisse depuis près d'une décennie déjà. Elle accompagne les personnes en fin de vie et leurs proches avec une présence profondément humaine, à la fois sécurisante et experte. Ce qui distingue Vanessa, c'est sa fine compréhension des processus émotionnels, relationnels et existentiels à l'œuvre dans ces moments charnières. Elle sait lire les silences, décoder les dynamiques familiales, accueillir les ambivalences et soutenir avec justesse les grandes questions qui émergent à l'approche du dernier passage. C'est un immense privilège de lui donner la parole aujourd'hui. Alors, je l'accueille sans plus tarder. Bonjour Vanessa! Bonjour Nancy! Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, il fait beau, le printemps arrive et ça fait du bien. Oui, ça se ressent dans l'énergie aussi des gens, je trouve, l'effervescence du renouveau qui s'en vient. Oui, c'est vrai. C'est une belle énergie et on sent que les gens, enfin, il y a vraiment un peu de nouveau aussi cette notion de passage, hein. L'hiver où on est un peu, voilà, dans une autre énergie, un peu pas endormie, mais quand même, on sent que c'est pas tout à fait pareil. Et il y a vraiment ce renouveau qui arrive. Enfin, moi, en tout cas, je le sens dans mon corps. Il y a comme quelque chose qui monte et c'est le plaisir du renouveau qui arrive, qui est présent, quoi. Puis je trouve ça beau que tu fasses le pont avec les saisons, parce qu'on a besoin de ça aussi dans notre existence, différents moments pour pouvoir cheminer. Même chose avec les feuilles d'automne qui vont tomber, qui vont nourrir la terre, puis que ça va pouvoir engendrer le prochain cycle de culture. C'est vraiment cool. Oui, c'est vraiment ça. Et je pense que vraiment, on peut vraiment intégrer ça dans l'accompagnement de fin de vie comme vraiment une étape du cycle constant de la nature, en fait. Ben oui. Là, tu parles d'accompagnement de fin de vie. Donc là, de ce que j'ai mentionné, c'est que ça fait presque 10 ans déjà que tu es dans le métier. Ça fait depuis 2018 que j'accompagne, ouais. J'ai été, entre autres, bénévole dans une unité de soins palliatifs, ce qui m'a permis d'explorer, on va dire, l'accompagnement des personnes qui se rapprochent de la mort, de leur fin de vie, mais aussi des proches aidants Oui. qui sont à leur côté. Et c'est vrai que d'avoir pu être bénévole pendant 4 ans dans cette unité, ça m'a permis de vraiment me rendre compte que c'est vraiment ça que j'aime, enfin que je suis à l'aise, que ça me convient et que je peux vraiment être un soutien et une aide pour les personnes. Le fait d'être bénévole, ça offre quand même la possibilité de pratiquer dans un cadre sécurisé. Et puis, très important aussi, c'est de découvrir le système de santé et la façon dont fonctionnent les soins palliatifs dans sa région. Parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utile à la doula de fin de vie après, quand elle accompagne en tant qu'indépendante. Mais oui, voilà. L'importance de connaître vraiment chaque rôle de chaque professionnel pour pouvoir vraiment surfer puis apporter notre touche complémentaire, là. Complètement, c'est très important, je dirais vraiment, dans le travail de la doula de fin de vie, c'est de connaître le réseau, le système de santé autour d'elle et de créer des ponts, des relations avec les professionnels avec lesquels elle va forcément collaborer. Donc, Oui. donc voilà. Et puis, je suis super curieuse. Qu'est-ce que tu rêvais de devenir quand tu étais tout petite comme métier?
Alors, sincèrement, je n'avais pas de rêve, vraiment. C'est vrai que du coup, quand est arrivé le moment où j'ai dû choisir une voie professionnelle, je n'avais vraiment pas d'idée. Du coup, j'ai pris une voie assez générale que beaucoup d'élèves comme moi qui ne savaient pas forcément ce qu'ils avaient envie de faire prenaient à l'époque. J'ai fait un apprentissage. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait au Canada, mais ici en Suisse romande, c'est assez courant. Donc, on choisit l'apprentissage permet en fait, d'apprendre le métier tout en travaillant et en ayant une partie théorique. Donc, moi, j'ai choisi de faire ça dans le domaine de l'administration. Donc, ça s'appelle employé de commerce. Oui. On pourrait dire assistant administratif. Voilà. Donc, c'est en fait la voie que j'ai choisie, sachant pas trop ce que je voulais faire. Oui. Mais, quand même, il y a quand même un fil. Oui. C'est-à-dire que dès le départ, en fait, j'ai choisi de travailler dans des domaines où la santé et l'humain étaient au centre. Donc, si je regarde un petit peu mon parcours, certes, j'étais pas forcément prédestinée, enfin, j'avais pas en tête de faire ce que je fais aujourd'hui, mais par contre, il y a clairement ce fil rouge de l'humain et du relationnel qui est là depuis toujours. Mais oui, puis tu parles de fil rouge aussi. Mais il est fort à parier que les compétences que tu as acquises avec le temps aussi en administration, en gestion, tu peux les utiliser autant dans ta pratique professionnelle que dans ton rôle de coprésidente. Absolument, oui. C'est vrai que je dirais qu'en plus, en étant doula de fin de vie ou Tana doula, chacun, chacune, puisqu'il y a aussi des hommes, va trouver sa couleur, va mettre au service de la personne qu'il ou elle accompagne, non seulement les fondements du travail d'une doula de fin de vie, donc tout ce qui est essentiel à l'accompagnement en fin de vie et au deuil, mais aussi ses propres compétences, celles qu'il ou elle aura acquises pendant son parcours professionnel. Et c'est vrai que, par exemple, moi, je suis du coup très à l'aise avec la planification de la fin de vie, tout ce qui est administratif, organisationnel. Voilà, moi, je travaille comme assistante de direction maintenant, donc j'ai gardé quand même aussi ce métier à côté à temps partiel. Et ça me donne des outils pour pouvoir accompagner sur des choses pratiques ou, enfin voilà. Oui. Donc, c'est vrai qu'aussi, en tant que fondatrice et coprésidente de l'association, ça m'est très utile parce que ce sont des postes où il faut beaucoup d'organisation, des compétences qui sont très administratives, en fait. Ah oui. Organisation, rigueur, structure aussi, c'est super important. C'est ça, ouais. Puis, à quel moment tu as senti que c'était ta place de devenir doula de fin de vie? Alors, c'est venu, on va dire, relativement tard. Enfin, et en même temps, c'est pas si tard, mais je dirais qu'il y a vraiment eu, tout au long de ma vie, j'ai porté un certain nombre de compétences qui maintenant, je comprends, sont extrêmement utiles dans ce que je fais dans l'accompagnement de fin de vie. Mais voilà, j'ai eu besoin de cheminer, déjà moi, en tant que Vanessa, de me découvrir, de savoir un peu qui je suis, et puis de me rendre compte que certaines de mes compétences humaines, enfin relationnelles, pouvaient à certains moments de ma vie être vécues comme un fardeau, comme une sensibilité très haute, etc., des choses comme ça, qui après coup sont vraiment devenus des outils extrêmement utiles et précieux dans ce que je fais. Mais c'est vraiment autour de la quarantaine que je me suis dit, non, mais maintenant, ça fait des années que je sens que, ok, je fais très bien mon travail administratif, mais j'ai des compétences vraiment en moi que je pourrais mettre au service des autres, mais je le fais pas parce que voilà, c'est aussi, il faut du courage, il faut, bref, plein de choses. Et c'est vrai que vers la quarantaine, c'est venu me rattraper très, très, très fort. Après la naissance de ma fille, j'ai fait un petit peu un pas en arrière et je me suis dit, ok, maintenant, j'ai 42 ans, qu'est-ce que je fais pour moi? Parce que c'est vrai aussi, quand on est très des personnalités aidantes et tournées vers les autres, le risque, c'est vraiment
de pas aussi être à l'écoute de soi et de ses besoins et de ses aspirations. Donc voilà, c'est vraiment à ce moment-là de ma vie que c'est venu me chercher très très fort comme quelque chose mais vraiment de vital. Et à ce moment-là, j'étais accompagnée par une thérapeute qui, elle, m'a suggéré, en fait, elle me connaissait bien, hein, elle connaissait mes compétences, ce que j'avais comme potentiel. Et c'est elle qui m'a suggéré, en fait, qui m'a dit, mais est-ce que tu as pensé à faire de l'accompagnement de personnes en fin de vie? Et en fait, c'est à ce moment-là que, tu sais, c'est comme quand on dit, il y a une expression qui dit la pièce est tombée. Oui. C'est-à-dire que tout à coup, il y a plein d'éléments de ma vie qui m'amenaient vers ça, qui se sont rassemblés. Et puis là, je me suis dit, ah mais oui, mais en fait, il faut vraiment que j'explore ça. Et à partir de là, j'ai exploré cette possibilité et je me suis très vite rendu compte que ça rassemblait énormément d'éléments qui répondent à mes besoins en tant que Vanessa, de besoin d'un rythme qui est moins excité qu'à l'extérieur, dans la vie de tous les jours, qui requiert beaucoup d'écoute, de présence, de choses qui vraiment me font du bien. Et je les ai. Et du coup, c'est une activité qui demande, qui a des exigences qui rejoignent mes valeurs, mon éthique, mes besoins personnels. Et du coup, ça fait vraiment quelque chose qui est gagnant, quoi. C'est-à-dire que ça m'apporte énormément. Et du coup, je peux vraiment être un soutien pour les personnes que j'accompagne. Mais oui. Donc voilà, c'est venu me chercher comme ça, en fait. Oh, ben c'est une belle histoire parce que ça fait vraiment un tout cohérent. C'est comme si tu es le petit aimant qui est allé attirer vers toi toutes les belles compétences, les beaux sujets, puis ta mission profonde avec tes valeurs. Là, tu peux mettre tout à profit aujourd'hui. C'est ça. Et en fait, je suis vraiment heureuse de dire que c'est pas forcément moi toute seule qui ai forcément décidé que j'allais faire ça, mais c'est là que je trouve que c'est important d'écouter ce que les autres ont à nous dire. Parfois, on n'a pas forcément la confiance personnelle pour oser avoir certaines idées ou oser s'aventurer sur certains terrains. Et c'est vrai que moi, j'écoute souvent, c'est souvent à travers ce que les autres me disent que je trouve mes solutions, enfin, voilà, je trouve que c'est extrêmement riche d'oser écouter ce que les autres ont à nous dire sur nous. Et parfois, en fait, c'est eux qui viennent mettre en lumière quelque chose qui est tout près, mais qu'on ne voit juste pas. Oui. Ben oui. Fait que c'est pour ça qu'il faut aiguiser nos antennes pour attirer justement vers soi. Puis tu as mentionné travailler sur soi aussi. Je trouve ça important dans ton domaine parce que oui, on peut acquérir des connaissances, mais c'est important aussi d'accepter de faire un travail personnel aussi, là. Oui, c'est vraiment important. J'en parlais encore récemment avec plusieurs personnes. Il y a vraiment, je dirais, je pense que c'est quand même dans le domaine de l'accompagnement en général. Il faut quand même regarder cette réalité en face, c'est que souvent, on est appelé à aider les autres parce qu'on a eu un vécu aussi qui a fait que, voilà, on a peut-être vécu des choses difficiles ou je sais pas. Il y a souvent ce parallèle où, personnellement, moi, je sais que si j'ai acquis un certain nombre de compétences qui m'aident aujourd'hui à soutenir les autres, c'est parce que j'ai moi-même été soutenue et que j'ai pu expérimenter en fait le soutien que j'ai reçu et j'ai pu vivre et vraiment me rendre compte de ce que ça pouvait apporter, ce que ça m'avait apporté. Mais c'est vrai que du coup, on a des profils où on doit être très vigilant, de garder à l'esprit, de vraiment avoir pu soigner ses blessures personnelles. Et par exemple, on peut souvent avoir des profils un peu sauveur-sauveuse. Hein. Oui. Ah oui. Et ça, c'est vraiment d'avoir quand même ça à l'esprit, puis d'aller explorer ça pour voir si on est OK. Si l'élan qui nous pousse à aller soutenir l'autre, il ne part pas d'une blessure qui a, comment dire, encore trop besoin d'être guérie. On a toujours des choses à guérir. Moi, je suis honnête.
ce que je vis, ce que je fais, ça participe aussi à une part de ma guérison. Oui. Mais c'est pas mon, comment dire, c'est pas mon moteur. Oui. Voilà. Et c'est important d'aller explorer ça. Oui. Parce que sinon, le risque, c'est qu'on projette nos propres blessures, ce qui est encore là et qui fait encore trop mal sur l'autre. Et le risque, c'est qu'on ne va pas pouvoir vraiment être à l'écoute de l'autre. Parce qu'on va avoir ce filtre personnel qui va toujours venir brouiller les choses. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Tout à fait. Là, il y a quelqu'un qui cogne à ta porte aujourd'hui et dit « Vanessa, j'ai envie de travailler dans le domaine de la fin de vie, du deuil. Est-ce que tu aurais un conseil pour moi avant de me lancer? » Alors, je dirais, comme m'avait dit ma thérapeute à l'époque aussi, parce que entre le moment où elle m'a suggéré de faire de l'accompagnement de fin de vie et que j'ai commencé un peu à explorer comment c'était possible de faire de l'accompagnement de personnes en fin de vie, j'ai aussi cheminé vers quel type de profession, de formation, comment est-ce que je peux pratiquer l'accompagnement de fin de vie. J'ai dû me poser un certain nombre de questions aussi sur quand même, ok, ça me paraît être une bonne idée, mais il part d'où l'élan? C'est quoi qui fait que j'ai vraiment envie d'aller là-bas? Est-ce que c'est juste, comment dire, ça paraît être une bonne idée, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de profond en moi qui m'appelle à faire ça? Je me suis beaucoup questionnée sur les raisons qui faisaient que j'avais envie de faire ça. Donc, en fait, c'est beaucoup de dialogue intérieur, aller se poser des questions soi-même. Qu'est-ce qui me pousse à avoir envie de faire ça? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas heureux dans mon travail, que j'ai envie de faire autre chose et que je cherche une reconversion et que ça me paraît être une bonne idée? Auquel cas, il faut vraiment se poser la question aussi. La réalité du terrain, c'est qu'on ne peut pas en vivre financièrement, ou alors il faut vraiment créer beaucoup d'activités aussi autour de l'accompagnement. Mais voilà, qu'est-ce qui m'anime? Quel type de formation j'ai envie de faire? Et une fois que je suis formée, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Se poser toutes ces questions. En fait, le conseil que j'aimerais donner, c'est prenez le temps de cheminer sur cette idée. Et prenez le temps de vous renseigner sur les formations, prenez le temps de vraiment aller voir qu'est-ce qui vous anime dans cette volonté de vouloir faire ça. Oui. Prendre le temps, prendre le temps d'aller c'est pas d'aller se questionner. Mais oui. Prendre le temps. Et oui. Et puis j'ai envie de faire une phrase que tu viens de dire là, la réalité terrain. Tu sais, des fois on s'imagine quelque chose qui est vraiment beau puis tout ça, mais qu'est-ce qu'on sous-estime de ce domaine-là qu'on voit pas ou qu'on s'attendait pas à voir? Alors, il y a quand même l'aspect émotionnel. On donne quand même beaucoup de soi, mais pas de la façon dont on a l'habitude. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans le savoir-être. Oui. Donc, c'est beaucoup plus abstrait. Oui. Quand on quantifie des tâches très concrètes qu'on doit faire, c'est plus concret. Mais c'est pas toujours évident d'évaluer l'énergie que ça demande de se mettre au service de quelqu'un dans sa qualité de présence, dans sa qualité d'écoute. Et ça demande de l'énergie. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là. Il y a quand même tout un savoir-être qui prend de l'énergie. Et quand je dis prendre de l'énergie, souvent les gens pensent que ça nous plombe. Dans le sens, ça nous rend triste, c'est déprimant, tout ça. Mais c'est pas ça. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Ou alors, si c'est le cas, il faut vraiment se poser la question est-ce que je suis à la bonne place? Parce que ça ne devrait pas être comme ça. Avoir de l'émotion, oui. Être touché, ému, oui. Maintenant, repartir d'un accompagnement et avoir l'impression que ça nous poursuit, que ça nous alourdit, c'est des signes qu'il
font qu'il faudrait se poser la question. Et pour revenir à ta question, une des choses que les gens ne réalisent pas forcément et qui n'est pas du tout évidente à gérer, c'est toutes les inconnues. Il y a tellement d'éléments qu'on ne contrôle pas. Entre le moment où on nous appelle et le moment où peut-être on va rencontrer la personne, il peut se passer tellement de choses. La fin de vie, elle a cette particularité d'être très surprenante et de mettre beaucoup d'incertitudes, en fait. Et ça, c'est un élément qu'il faut pouvoir accueillir. Sinon, c'est très pénible. Moi, il y a plein de situations, mais pas que moi, hein, je parle évidemment de mon expérience, mais où on va me solliciter, je vais donner de mon temps, etc. Mais au final, il n'y aura pas de possibilité de faire un accompagnement. Soit parce que finalement ça ne se fait pas, soit parce que la personne va décéder avant qu'on puisse se mettre en action, j'ai envie de dire. Donc, c'est toutes des choses, toute cette incertitude, l'impossibilité de contrôler ce qui se passe. On peut se préparer, mais en même temps, il faut pouvoir accueillir en fait beaucoup de choses qu'on n'a pas prévues. Les choses peuvent évoluer très vite. Et c'est vraiment des éléments qu'il faut pouvoir être capable d'accueillir. Sinon, c'est très compliqué. Sincèrement, voilà. Il y a quand même beaucoup de logistique aussi. Il faut pouvoir être capable de se déplacer relativement rapidement. Parfois, voilà, après, chacun décide de la distance à laquelle il est d'accord de se déplacer. Mais ça requiert une capacité d'accueil de ce qui est et de souplesse, de flexibilité et d'adaptabilité très, très grande. Ça, c'est vraiment et ça, les gens se rendent pas forcément compte de ce que ça demande. Ouais, vraiment. Mais oui, d'apprendre à surfer sur les vagues puis tout ça. Puis je dirais même que ça devient une qualité existentielle aussi comme un entrepreneur, de surfer sur l'inconnu. Des fois, on ne sait pas ce qui s'en vient, mais on sait qu'on est à la bonne place. Il faut continuer, là. C'est ça. Je dirais que c'est une activité qui demande une forme de passion. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais justement parce qu'il y a tellement d'inconnus, d'incertitudes, de choses sur lesquelles on a quelque part d'instabilité. Je ne sais pas si le terme te parle aussi, mais qu'il faut vraiment avoir cette capacité à surfer. Comme tu dis, comme un entrepreneur, surfer sur ce qui est. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Chaque situation est différente. Les besoins vont être différents. Et c'est vrai que autant ça demande à être prêt, que je dirais qu'une chose qui me sert aussi dans ma vie, c'est d'être capable de ne pas trop me préparer. C'est-à-dire de me faire confiance. Il faut absolument être capable de se faire confiance. Sinon, c'est très compliqué aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le moment et qu'on ne peut pas forcément ni anticiper, ni forcément préparer. En fait, il faut vraiment, ça demande d'être outillé pour pouvoir être adéquat et savoir quoi faire, quelle que soit la situation. Il faut aussi avoir une grande capacité de trouver des solutions. Il faut vraiment pouvoir être autonome. Et ça ne veut pas dire travailler tout seul. C'est important d'avoir une communauté autour de soi, d'avoir des professionnels vers qui on peut se tourner. Mais par contre, ça demande une capacité d'autonomie qui doit vraiment être là. Et puis d'oser se faire confiance parce que oui, c'est indispensable parce qu'aussi avoir une base solide et une confiance intérieure, c'est ça aussi qui permet aux gens qu'on accompagne de se sentir sécurisés. Si on n'a pas ça, si on n'est pas sécure à l'intérieur de soi quand même un minimum, c'est quelque chose qui va être ressenti et puis
voilà, nous, on est là pour amener du soutien sécure et puis que les gens se disent, OK, je peux compter sur cette personne et me, comment dire, laisser un peu aller ma charge mentale. Et pour ça, ils ont besoin de savoir que la personne en face, elle est confiante que ça va aller et que des solutions vont être trouvées. Mais oui. Puis parlant de solutions, dis-moi donc, est-ce que tu te sens l'âme de la révolution un peu? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire bouger dans ton domaine? Oui. Oui, oui, oui. Alors, dans le domaine, on va dire, de la fin de vie, de la mort et du deuil, ou Oui, dans le domaine oui, où la c'est fin un de vie? vaste domaine. Oui. Oui, c'est un vaste domaine. Oui, alors dans les choses que j'aimerais faire évoluer et que j'essaye de faire à travers différentes actions que je mène en tant que doula de fin de vie, il y a vraiment de remettre euh, ces sujets-là, la mort, Oui. dans des sujets de discussion, on va dire, plus naturels et normales de la vie. Pour ça, ben justement, moi, j'organise des rendez-vous que j'appelle des causeries mortelles. C'est ma petite création, voilà. J'en profite pour rendre hommage à Bernard Créta qui a créé les cafés mortels. Et puis, c'est vrai que causerie, c'est plutôt parce que j'apprécie les enseignements de Krishnamurti. Donc, c'est un petit clin Oui. d'œil à ces deux personnes. Voilà. C'est vraiment de remettre le sujet, de décomplexer, de décomplexifier le sujet de la mort comme étant un sujet important d'aborder dans la vie en général pour que ça soit moins un choc le jour où on y est confronté. Actuellement, voilà, on l'évite et vraiment, je pense que ça participe à faire que c'est traumatisant parce qu'on n'intègre pas comme étant un sujet à part entière de la vie. Et un des retours que j'ai, c'est que les gens apprécient que j'aborde le sujet de la mort en général comme un sujet naturel et sans pathos ou, enfin voilà, comme un vrai sujet de la vie et permettre de se rendre compte que c'est un sujet dont on peut parler Oui. Et qu'on peut en fait en retirer des belles choses. Comme un goût de la vie qui est encore plus prononcé. Voilà, se rappeler que rien n'est permanent et que nous, êtres humains, non plus, nous ne sommes pas permanents. On se souhaite tous de vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions, on est bien d'accord, mais que voilà, la vie est ainsi faite qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain et sans en faire une obsession, c'est juste si c'était un sujet qu'on pouvait aborder plus naturellement, régulièrement au cours de sa vie, ben, ça permet juste de garder à l'esprit que c'est quelque chose qui va nous arriver et puis qui nous pousse à avoir ce goût de la vie et à apprécier ce qu'on a, ce qu'on vit. Oui. Voilà, donc ça, c'est une des choses que voilà, j'ai ramené aussi les connaissances. Parce que c'est vrai que finalement, ce qu'on fait, les doulas de fin de vie, c'est pas quelque chose de forcément nouveau du tout. Non. Il y a dans une époque finalement pas si lointaine, mais c'était quelque chose qui se faisait naturellement dans les villages, dans les communautés. Il y avait des personnes qui avaient, on va dire, le savoir ancestral de la naissance, de la mort, et puis qui étaient outillés humainement et aussi dans le savoir pour pouvoir accompagner dans ces passages de vie. Et finalement, moi, je vois notre rôle de doula aujourd'hui comme une évolution, on va dire, une évolution de la société qui a besoin de se remettre en contact avec ces connaissances-là. Mais pour les raisons qu'on connaît, notre société, elle a évolué vers un modèle qui est où les gens sont très isolés, etc. Et puis, ben, nous, à quelque part, on vient remettre ça, redonner ça, accès à ça aux personnes.
par le biais de notre travail, voilà, qui aujourd'hui est un travail professionnel et qui est comme vraiment un service. Et sincèrement, moi, je me sens vraiment, ayant fait mon travail, quand les personnes sont autonomes. Alors moi, je suis toujours là pour elles, mais si les personnes ont été suffisamment sécurisées et je leur ai transmis les bons outils pour qu'ils se sentent en mesure de vivre ça activement eux-mêmes, pour moi, ma mission, elle est remplie. Oui. Donc, c'est vraiment de rendre ces connaissances-là aux gens pour qu'ils puissent être vraiment partie prenante de ce qui se passe, hein, parce que c'est une expérience de vie, la fin de vie et la mort, que personnellement, je trouve extrêmement puissante en tant qu'humain, de pouvoir vivre ces moments-là. Ça nous transforme, ça nous enseigne, ça vient mettre en lumière des choses de nous qui sont belles, qui sont importantes. Et voilà, si les gens peuvent se sentir suffisamment bien pour pouvoir accompagner leurs proches, par exemple, ça peut vraiment être magnifique et avoir les informations dont ils ont besoin pour pouvoir comprendre ce qui se passe et ne pas être terrifiés. Voilà, je pense que c'est vraiment moi ce que je souhaite en fait. Oui, tellement. C'est l'autonomie que je retiens de ton discours depuis le début. Autant l'autonomie dans ta posture professionnelle pour toi avancer, autant remettre l'autonomie auprès de tes clients et des proches qui les soutiennent. Je pense que c'est le mot d'ordre pour pouvoir justement savourer la vie comme tu l'as mentionné aussi. Ah, ben génial! Ben merci à toi pour cet échange. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler avec toi, ma chère. Merci beaucoup, Nancy, de m'avoir accueillie et puis de m'avoir permis de partager avec toi et avec ta communauté. Voilà, ce qui m'anime et ce qui anime les douleurs de fin de vie. Merci beaucoup, Nancy. Ça fait plaisir, puis j'ai bien hâte de pouvoir assister à ta conférence. Oui, je me réjouis. Bon, mais super, mais merci tout le monde, puis je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt, ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.